Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo des portes du Tao. On va voir aujourd'hui les biais cognitifs qui sont utilisés dans le marketing couramment et qui sont utilisés aussi dans le domaine de la spiritualité parce que je trouve intéressant de comprendre à quoi on est confronté. Et pour ça, je vous rappelle juste une chose. Si jamais j'ai fait une vidéo sur le marketing que vous pourrez voir, qui plaçait le marketing dans un grand cycle créatif. Aujourd'hui, on change un peu de thématique, on reste toujours sur le marketing, mais on va le voir sous un autre angle, aussi d'un point de vue éthique et d'un point de vue cognitif, on va dire. Donc je vous rappelle juste, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, que dans le grand cycle créatif à 7 temps, le marketing intervient à la fin dans l'émission de la valeur qui a été mise en place dans les 5 premiers termes en fait, de l'aspect créatif, si vous voulez. Donc, dans ce sens-là, c'est une pièce c'est une des roues dentées de transmission de la valeur vers quelqu'un que ça pourrait intéresser. Alors maintenant, on va rentrer dans les fameux biais cognitifs qui sont à l'œuvre en général dans la spiritualité, puis se demander si c'est non éthique d'utiliser ces biais cognitifs ou la question c'est est-ce qu'on peut ne pas les utiliser aussi surtout. On verra à la fin voilà, comment nous on a choisi d'agir avec Ming Shan, y compris les erreurs qu'on a pu faire et qu'on fera certainement encore, mais aussi la manière avec laquelle on écoute les inputs, puis avec laquelle on corrige en permanence ces cycles-là. Bon, alors déjà, juste une chose, la manière de faire connaître une activité, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler du marketing, a beaucoup changé depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Vous savez qu'avant, jusqu'à la fin on va dire des années 2000 globalement, mais peut-être un peu avant, quand vous vouliez faire connaître une activité, que vous le vouliez ou non, il fallait passer par ce qu'on appelle les mass médias. Je ne sais pas si vous avez eu encore ces cours à l'école, nous on avait des cours de mass médias. En gros, c'était quoi? Il fallait passer par la presse écrite, il fallait passer par la télévision, et ces mass médias avaient un impact majeur en fait, sur la promotion des choses. Donc vous voyez, les gens, bien entendu que déjà, on ne peut pas comparer avec une génération précédente d'enseignants spirituels dans nos domaines, parce qu'ils n'avaient pas les outils qu'on a maintenant, d'une part, et d'autre part, ils avaient des outils qu'ils utilisaient très largement, peu importe si c'était volontaire ou pas, mais enfin, quelqu'un qui veut s'y soustraire, il peut. Hein. Donc, si vous collaborez aux mass médias, vous utilisez le système. Il ne faut pas vouloir se positionner autrement que ce qu'on fait réellement. Donc, évidemment que si vous passiez dans une grande émission de télévision dans les années 70, 70 ou 80 et que ça mettait en avant tout votre système, eh bien, d'une certaine manière, vous faisiez du marketing, même si vous alliez parler, disons avec authenticité, de la valeur, soit de ce que vous aviez vu, dont vous témoignez, soit de ce que vous produisiez vous-même dans le système qui était le vôtre. Donc, pourquoi je vous dis que c'est du marketing? Parce qu'il y a toujours un choix, c'est de ne pas y aller. Si la télévision vient vous chercher et vous dit on aimerait vous interviewer à une heure de grande audience et que vous êtes contre ce qu'on appelle le marketing, vous dites non, merci, c'est gentil, je ne viens pas. À partir du moment où vous y allez, je suis désolé, si vous faites des conférences ouvertes au public avec des milliers de personnes, à partir du moment où vous faites ça et donc vous faites du marketing. Et en gros, avant, le marketing se faisait de manière différente. Donc il ne faut pas dire que ce n'est pas du marketing, je suis désolé, c'était la même chose avec les moyens de l'époque. Maintenant, on est dans une autre époque, la question c'est de savoir est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux, etc. Et comment, quand on propose quelque chose, on se met en lien avec les gens. Alors, pour ça, il faut essayer de comprendre ce qui peut provoquer, entre guillemets, disons, le fait que quelqu'un rentre dans un programme ou ne rentre pas. Et le reproche qui est fait au marketing habituellement, c'est le fait que les gens qui font du marketing utilisent à mauvais escient des biais cognitifs fréquents. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Vous savez que la plupart d'entre nous, les études le prouvent, on préfère ne pas perdre que de gagner. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais si on vous dit tu as beaucoup de chances de perdre ça si tu veux le perdre, mais si tu perds ça, tu as un certain nombre de chances moins importantes de gagner,
Où est la balance? La plupart des gens choisissent de ne pas perdre. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes restent extrêmement longtemps dans des relations ou dans des jobs qui ne leur conviennent pas, parce qu'ils préfèrent garder leur salaire ou ce dont ils sont sûrs qu'ils ont, même si ce n'est pas parfait, plutôt que de se dire l'herbe est plus verte ailleurs et si ça se trouve, je ne l'aurai jamais. Donc, et ça explique pourquoi des gens restent dans des situations parfois extrêmement inconfortables très longtemps, alors même qu'ils savent très bien que ça ne va pas, mais parce qu'il y a cette aversion à la perte qui est cognitivement très ancrée. Et vous voyez que en fait, ça nous touche tous dans nos vies quotidiennes, tout le temps en réalité. Maintenant, aversion à la perte, on peut l'utiliser en marketing en mettant des deadlines, des délais très clairs pour l'inscription. Alors, nous, on a testé, par exemple, ça. Quand on a mandaté la boîte, si vous voulez, qui s'occupe de faire du marketing sur notamment les abonnements où on donne de la valeur, mais au travers d'abonnements, pour pas que les gens aient à sortir des trop grandes sommes d'un coup, eh bien, on a mandaté une culture d'entreprise qui était différente de la nôtre et sur laquelle moi, je n'ai pas de contrôle parce que c'est très complexe. Et puis voilà. Donc, j'avais besoin de voir un peu comment ça allait faire. Et par exemple, si on peut jouer sur une aversion à la perte en disant si vous inscrivez pas, je ne sais pas, avant minuit, avant 72 heures, vous ne pourrez plus rentrer dans le programme, par exemple. Et donc, évidemment que les gens, s'ils ont peur de perdre quelque chose, ça risque de les inciter à rentrer dans le programme. Maintenant, est-ce qu'on peut sortir de cette aversion à la perte? Et est-ce que c'est pas exactement la même chose dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on n'est pas sans cesse confronté à un choix où il y a une forme de pression pour savoir si on veut rentrer dans quelque chose qui risque de nous apporter quelque chose ou pas, honnêtement? Vous dites à quelqu'un, est-ce que vous êtes dans un truc amoureux naissant, la personne vous donne un rendez-vous, et puis admettons que le rendez-vous, vous y allez, déjà, et que 2, il se passe bien. Est-ce que vous pensez vraiment admettons que cette personne vous envoie un message WhatsApp peu après? Si vous ne répondez pas au message, c'est-à-dire qu'elle ne vous envoie pas un message ou il ne vous envoie pas un message avec une date de péremption, mais j'aimerais bien qu'on se revoie, par exemple. Si vous ne répondez pas dans les 12 heures ou 24 heures ou 3 jours ou une semaine, à votre avis, il va se passer quoi? Vous allez perdre l'opportunité d'approfondir cette relation. De toute manière, le message est envoyé avec un sous-entendu. Elle ne vous dit pas, elle vous envoie pas ça avec un compteur, ou il vous envoie pas ça avec un compteur qui est en train de décompter les secondes, mais disons que de toute manière, vous allez devoir décider, je monte dans le train ou je monte pas dans le train. Et c'est comme ça dans la vie tout le temps. Les opportunités qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas, c'est des aversions à la perte. Donc on n'en sort pas de ça de toute manière. Et c'est pour ça que, par exemple, moi je veux pas... J'ai décidé, après avoir vu certaines différentes méthodologies, que je ne veux plus jouer sur des compteurs, des machins, des trucs qui finissent à minuit, non. Mais par contre, j'ai aucun scrupule à dire, écoutez, on ouvre les enrôlements ou les possibilités de rentrer dans le programme, par exemple, du 15 mars au 30 mars. Vous avez 15 jours pour vous décider, mais après ça, c'est fermé, le groupe se ferme. Et on travaille ensemble pendant une année, en tout cas. Il n'y aura pas d'autres formations avant 2-3 ans, parce que tout est vrai, d'abord, d'une part. Et deuxièmement, parce que j'estime aussi que si on veut des gens engagés, il faut qu'ils puissent rentrer avec un minimum d'envie, si vous voulez. Parce qu'autrement, c'est compliqué. Après, on rentre dans des machins techniques, on doit s'accompagner. Ce n'est pas toujours glamour. Une fois qu'on est dans le truc, ça demande d'avoir des gens qui avaient envie vraiment de faire le programme. Et de toute manière, peu importe le délai d'inscription que vous mettez, ce que j'ai vu, c'est qu'on ne peut pas sortir de cette aversion à la perte parce que ce qu'on a, si je mets par exemple 2 semaines, on a beaucoup d'inscriptions le premier jour. Ensuite, on a des inscriptions moyennes pendant longtemps. Et le dernier jour, toujours, on a un dernier pic comme ça. Mais si je mets 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines ou 8 semaines, c'est exactement pareil. Ça ne change rien. Donc, de toute manière, on n'en sort pas. Et admettons maintenant que vous ne fassiez pas de marketing, vous êtes dans un petit groupe très fermé, par exemple, qui travaille quelque chose depuis longtemps. Admettons que vous travaillez avec 100 personnes et pas plus parce que vous voulez vraiment préserver la qualité de ce que vous faites. Le jour où vous ouvrez, il y a quelqu'un qui sort du groupe et où vous ouvrez la place, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez beau être plus royaliste que le roi, être une espèce de... vouloir ne pas faire de marketing du tout parce que vous estimez que vous êtes largement au-dessus de ça, le jour où vous ouvrez cette place, les gens vont se battre pour entrer. Parce qu'il y a une aversion à la perte, il y a l'effet de rareté dont on va parler,
il y a enfin, surtout ça qui va jouer. Et les gens vont se battre pour entrer. Est-ce que vous pensez dans ce cas-là que vous ne faites pas du marketing? Non, vous faites exactement du marketing, sauf que soit vous n'osez pas vous l'avouer, soit vous ne le dites pas, mais les billets ou disons, les transactions humaines à l'œuvre psychologique là-dedans sont exactement les mêmes. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas sortir de ce genre de truc. Bon, le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'effet de rareté. De nouveau, je reprends mon exemple. La personne croit ne pas faire de marketing. Elle travaille avec un petit groupe fermé. Ça peut se faire dans différents contextes. Ça peut se faire dans des clubs. Ça peut se faire... Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Le jour où il y a une place qui se libère dans un groupe qui d'habitude est fermé, où vous avez, vous savez, des listes d'attente, par exemple, eh bien, il va y avoir des gens qui veulent s'engouffrer parce que comme c'est rare l'offre, on considère que c'est précieux et on ne veut pas rater le train. On retourne sur la version à la perte, les deux sont assez liés. Et donc, même si vous n'allez pas faire de pub sur les réseaux sociaux, etc., ben, vous jouez avec le bouche à oreille de votre entourage et vous créez la même dynamique autour de vous. On ne peut pas sortir de ce genre de choses. La troisième biais cognitif qui est à l'œuvre, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale ou l'effet de halo. C'est le fait qu'on considère, nous tous en fait, hein, que quelque chose qui est acheté ou qui est pratiqué par beaucoup de monde, de fait, doit avoir de la valeur parce que sinon les gens ne pratiqueraient pas. C'est l'avantage des grandes marques, par exemple, ça, c'est que si, je sais pas, moi, je vais peut-être pas en citer là sur la chaîne, mais si n'importe quelle grande marque sort un truc, a priori les gens vont lui attribuer une qualité qu'une petite marque n'arrive pas à avoir sous l'effet de halo, justement, ce qui est complètement faux, parce que la plupart du temps, ces grandes marques produisent, pas toujours, hein, mais produisent dans les mêmes ateliers, en Chine, en Indonésie, que tous les autres. Si vous regardez, c'est Made in China aussi. Et en fait, la qualité réelle n'est pas meilleure, c'est juste qu'elle est vendue beaucoup plus cher sous l'effet de halo de ça. Alors, par exemple, dans les années 70, 70, 80, qu'est-ce qui était la preuve sociale? C'était le fait de passer dans les masses médias. Et donc, c'était du marketing, d'une certaine manière. Les gens qui étaient interviewés, sur qui on faisait des articles, qui sortaient des livres, qui passaient dans des émissions TV, faisaient preuve de preuve sociale, qu'ils acceptaient, je vous rappelle, puisqu'en fait, il suffisait de dire non, j'ai pas envie d'y aller, pour ne pas faire de preuve sociale. Et donc, de fait, évidemment que ça attirait beaucoup de gens aussi dans leur propre système. Est-ce qu'ils ne faisaient pas de marketing? Pas du tout, ils le faisaient de manière non annoncée, ouvertement, dans un cadre sociologique qui était différent à l'époque. Alors maintenant, ça, vous ne pouvez pas vous en passer, mais d'un certain point de vue, est-ce que c'est illégitime d'avoir une preuve sociale? Si vous avez passé 10, 15, 20 ans, 30 ans, que vous êtes reconnu dans votre domaine, vous bénéficiez aussi des fruits du travail qui a été produit en amont, soit par vous, soit par une équipe. Est-ce que c'est injuste que ça soit comme ça? Non, pas du tout. L'effet de rareté, c'est aussi, par exemple, vous voyez dans le deuxième, je reviens, je m'excuse, ça peut être le fait de parler de secrets. Dans les arts taoïstes, c'est assez fréquent, pas seulement, hein, dans tous les arts ésotériques, le fait de savoir qu'on rentre dans un petit groupe fermé, surtout quand il y a plusieurs cercles, par exemple, possibles, il y a un appel vers le centre qui est fait par cet effet de rareté. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire autrement non plus, des fois, dans certaines circonstances. Et c'est normal qu'on donne des masterclass à des gens qu'on connaît, qui sont là depuis longtemps, et pas à la personne dont on ne sait même pas si elle pratique l'instrument ou pas. Hein. Le biais d'autorité, c'est la même chose un peu que la preuve sociale, c'est que quelqu'un qui est interviewé régulièrement comme étant un expert dans son domaine de manière publique, va asseoir une autorité, et donc c'est plutôt vers lui ou vers elle qu'on va se tourner quand on a un besoin spécifique. On ne peut pas en sortir non plus. Ensuite, il y a l'effet on appelle ça de simple exposition, c'est-à-dire que plus vous êtes soumis à un message, plus à un moment donné, vous avez la possibilité ou la chance de vous dire « Ah tiens, ça m'intéresse en fait ». Bon, ça, on est soumis à ça en permanence et on ne peut pas trop en sortir honnêtement. Par exemple, si vous créez de la valeur, c'est normal qu'à un moment donné, vous ayez l'obligation ou que vous ayez envie, simplement envie, sans devoir le justifier forcément, que cette valeur-là soit mise à disposition des gens pour qui elle pourrait être utile. Si vous avez toute cette valeur à disposition dont vous avez hérité, mais que les gens ne savent pas qu'elle existe,
eh ben, c'est un problème. Donc le fait de faire connaître et de faire en sorte de... Ça, je ne pense pas qu'on puisse vraiment reprocher. La question, tout le monde peut dire « je ne veux plus recevoir ces emails, je n'ai pas envie de le faire ou j'ai envie ». Et donc c'est clair que ce que vous voyez, c'est que quand ce truc se fait de manière un peu répétitive, il y a des moments dans notre vie où on est complètement imperméable à certaines choses. Par exemple, vous voyez, on est bombardé en permanence de pubs pour les, je sais pas, les voitures, par exemple. Si vous n'êtes pas en train de chercher activement une voiture, vous ne les voyez même pas. Moi, je suis sûr que ce matin, en venant tourner cette vidéo, j'ai été exposé à 10 pubs pour des voitures, mais j'en cherche pas actuellement, donc je m'en souviens même pas, en fait. Par contre, le jour où je dois chercher une voiture, je vois toutes les voitures qui passent. Et je vais comparer, etc. Donc, c'est à ce moment-là que l'effet de simple exposition est utile, parce que le jour où vous cherchez, au moins, c'est sous vos yeux, puis vous avez le choix, en fait. Donc, de nouveau, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif? Ça va dépendre un petit peu de quels sont vos besoins. Et puis, le biais de réciprocité, ça, vous voyez, c'est un piège dans lequel on est un peu embêté. Les gens se plaignent, par exemple, qu'il faut payer pour des programmes. On dit, alors d'accord, alors on vous offre. Alors, ça donne un truc comme ça. D'abord parce que c'est gratuit, entre guillemets, ils considèrent que ça n'a pas de valeur. Ça, j'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai décidé que j'appellerai plus mes journées gratuites. Ça va être des journées offertes. Parce qu'en fait, les journées, c'est une journée de travail pour nous, pour toute une équipe. La valeur qui est transmise a de la vraie valeur. C'est des journées qui valent quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord de brader non plus mon travail comme ça ou de considérer que parce que je l'offre, ça n'a aucune valeur. Donc voilà, c'est la première chose. Puis le biais de réciprocité, c'est le fait d'offrir. Si je vous donne en premier quelque chose, on enclenche un biais cognitif qui fait que, par la force de la nature humaine, si on veut, l'autre aura envie de nous rendre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut pas, vu que c'est tellement ancré dans l'esprit humain, est-ce qu'on ne donne plus jamais rien à personne, en considérant qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose qui a de la valeur, c'est de la manipulation? Écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai choisi de faire en mon âme et conscience, de temps en temps, d'offrir une journée, fermée sur elle-même, d'une certaine manière. Les gens peuvent partir et sont complètement libres de choisir le programme après ou pas. Mais en tout cas, je décide en mon âme et conscience de donner de temps en temps de la valeur, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'engager dans des abonnements, payer des choses un peu plus chères. Et donc, c'est important pour moi que les gens puissent commencer à obtenir quelque chose sans que l'argent soit d'abord un écueil, en fait. Il y a d'abord les vidéos gratuites. Par exemple, ces vidéos YouTube, ça me demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la post-production. Mais dans ce cadre-là, on peut donner que de l'info de type que je suis en train de donner maintenant. Maintenant, dans ce qu'on appelle du gratuit, dans de l'offert plutôt, eh bien, on peut donner un peu plus, quelque chose qui va être fermé sur soi-même, qui va être utile pour une vie entière et qui permet de faire un vrai teaching, parce que si jamais on a le lieu physique derrière qui peut vous répondre, mais dans ce cas-là, évidemment, il faut choisir ce qu'on transmet pour que ça ne soit pas dangereux et puis que ça puisse être fait de manière sécure, safe pour tout le monde. Mais évidemment qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le jour où admettons que vous ayez... Alors, si vous n'avez pas aimé ce qu'on a offert, il y a zéro problème. Vous allez vous dire, ce gars, il ne m'intéresse pas. Et donc, je ne veux pas travailler avec lui ou je ne veux pas travailler avec ce système. Dans ce cas-là, on est clean. Hein, vous avez suivi, vous êtes inscrit, vous n'avez pas payé. On est tranquille. Maintenant, si ça vous a plu, évidemment que pour le moment, vous n'avez peut-être pas de besoin, mais le jour où vous avez besoin de quelque chose dans le domaine spécifique, évidemment que le fait qu'on ait pu établir un contact préalable puis que vous ayez reçu quelque chose de manière offerte qui avait de la valeur, ça augmente un peu la chance que toute chose égale par ailleurs, par exemple si on propose un programme de feng shui, de badze, je ne sais pas quoi, si vous avez le choix, et au même prix, entre guillemets, enfin au même taux d'investissement, vous vous engagez un peu plus avec la personne que vous connaissez déjà qu'avec quelqu'un d'autre. C'est normal, en fait. Est-ce qu'il faut se cacher de ça ou ne pas le faire? Non, je ne crois pas. C'est aussi quelque chose d'humain et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'offrir un certain nombre de choses, non pas pour avoir forcément un retour sur investissement ou sur donation, si vous voulez, mais parce que pour moi, c'est important de créer de la confiance, de créer du lien et de donner le choix, surtout à un certain nombre de personnes, et l'opportunité de suivre un certain nombre de choses qui ont de la valeur sans débourser de l'argent. Donc,
voilà, maintenant, quoi que vous fassiez, je vous dis, on est obligé d'être en contact avec le monde au travers de ces biais cognitifs, donc on va les utiliser. Alors après, la question autour de ça, on va dire globalement, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que c'est comment on fait ce marketing. Et là, je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, de réajuster. Tout le monde fait des erreurs. Sachez qu'on peut faire des erreurs sans vouloir mal faire ou sans vouloir manipuler. Quand vous mandatez, par exemple, une entreprise pour faire du marketing, vous ne savez pas à qui vous allez... Vous avez beau checker, discuter avec les gens, vous ne savez pas trop quelles sont leurs manières de faire, et eux-mêmes ont été confortés dans l'efficacité de ce qu'ils font en utilisant des méthodes particulières qui utilisent bien entendu des biais cognitifs, mais qui sont plus ou moins dans des... Comment dire ça ? Qui sont dans des nuances qu'on peut apprécier plus ou moins, on va dire, mais qui ne sont pas forcément de type manipulation, sauf quand clairement il y a quelque chose qui dans ce cas-là, est entre guillemets illégal. Mais si ce n'est pas le cas, ben, il y a beaucoup de choses qui sont liées à de la perception personnelle. Et évidemment, ça n'empêche pas que notre perception personnelle, par exemple, du marketing, chez nous à Mingshan, elle est claire maintenant, très claire, depuis janvier 2024, et implémentée depuis juin à peu près, et spécialement depuis septembre 2024, parce qu'il nous a fallu presque 1 an d'essais, d'itérations, de retours, pour aligner la communication de fond sur ce qu'on faisait d'habitude, tout en étant un peu plus visible par ailleurs sur certaines choses. Mais comme je vous l'ai dit, si je mets ça en perspective sur, par exemple, les 5 ou 10 prochaines années, est-ce que se calibrer pendant 1 an, est-ce que c'est vraiment une horreur ? Ben, je ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas volonté de mal faire, par contre, il y a volonté d'expérimenter, de prendre les retours. Et ben, dans la vie, si on n'essaye pas les choses, on ne peut pas se corriger. Et évidemment que dans un certain nombre de cas, quand on a dû revoir certaines choses, on s'est excusé auprès des personnes qui ont mal vécu ou mal perçu la chose. Chez nous, c'est très clair depuis le départ, c'est que si au jour 2, vous n'êtes pas content de ce que vous avez obtenu, vous pouvez vous faire rembourser entièrement tout, complètement, sans aucun besoin de justifier quoi que ce soit. Et vous gardez en plus tous les extras, les bonus, les machins. Donc c'est clair qu'il y a un certain nombre de personnes qui abusent du système aussi. Vous allez me dire, ils ont raison, parce que finalement, c'est retour à l'envoyeur. Ok, that's it, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Vous pouvez rentrer dans le système, prendre tout, enregistrer en faisant un screen recording, garder les bonus et puis demander le lendemain le remboursement total, vous serez remboursé 3 jours après. Voilà. Donc à partir de là, écoutez, il y a aussi une histoire de co-responsabilité dans ce marketing. Et à partir du moment où quand vous êtes rentré, vous pouvez sortir quand vous voulez, en vous faisant entièrement rembourser, que vous êtes libre de sortir des newsletters à chaque newsletter, en fait, ben, c'est à vous aussi. Enfin, je veux dire, nous, on peut proposer jusqu'à un certain point, on peut s'ajuster, bien entendu, on peut faire un truc qui nous semble cohérent, qu'on peut tenir et soutenir et défendre. Mais au-delà de ça, la deuxième partie qui est l'interfaçage, si vous voulez, entre nous et vous, eh bien, c'est à vous de le réguler, et vous avez le droit de le réguler comme vous voulez absolument, de préférer autre chose, de dire que vous n'aimez pas ce système. C'est comme ça, il y a assez de monde, je pense, dans le milieu spirituel et même spécifiquement taoïste pour que vous puissiez vraiment choisir. Mais choisissez sur des bons critères, c'est-à-dire c'est quoi la valeur derrière et soyez pas plus dur non plus, j'allais dire, avec nous que vous pourriez l'être avec vous, quoi. En fait, c'est-à-dire appliquer les mêmes règles. Personne ne prétend être parfait, on se trompe parfois, c'est comme ça. On réajuste, on s'excuse. C'est comme dans la vie, en fait. Et puis, je pense que tout le monde essaie de faire au mieux. Nous, on a des besoins spécifiques. On a 12 personnes à votre disposition pour créer nos contenus de valeur. J'aime bien cette émulation. Ça crée une forme aussi d'alchimie. On a vraiment une équipe maintenant qui est extraordinaire ici. Il nous a fallu longtemps. Vous voyez, par exemple, l'équipe. Il nous a fallu presque 3-4 ans pour la mettre en place. La manière de communiquer, on apprend aussi, nous. Et si on arrive sur 1 année, plus ou moins, à calibrer ce qu'on veut, j'estime que c'est pas trop mal. Et donc voilà, c'était aussi pour vous expliquer un petit peu notre manière de communiquer. On ne reçoit pas de financement sur la face arrière, comme je dis parfois.
l'ensemble de ce qu'on fait est complètement ouvert sur la face avant, on est extrêmement transparent. Et donc, pour ça, évidemment qu'on doit avoir des ressources et on doit communiquer. Donc, on assume parfaitement cet aspect-là. Mais ceci étant dit, ça c'est pour nous, mais pour vous aussi, le problème est le même. Si vous avez une activité, si vous voulez promouvoir des choses, vous devez vous poser la question de toutes ces choses qu'on a évoquées là, de vous demander est-ce que c'est évitable ou pas. Et ensuite, je pense, oser habiter cette période 9. Alors là, je vous parle vraiment d'un point de vue taoïste, qui est une période de feu. Et les gens qui n'oseront pas utiliser le feu pendant ces 20 prochaines années, ben, ça va être difficile. Je vous le dis aussi, parce que vous êtes à contre-temps d'une tendance normale de visibilité. Et ça ne va pas durer 40 ans. Mais pendant les 5 à 10 prochaines années, ça va être très important, si vous voulez, cette manière d'oser se montrer, d'oser présenter votre valeur. Et le plus tôt vous comprenez ça, le mieux c'est, je pense. Et je vous encourage, en tout cas, pas forcément à le faire, parce que chacun est bien entendu complètement libre, mais au moins à vous questionner de manière neutre, j'allais dire presque non-duelle, pour reprendre le terme, sur ce marketing qui peut être un instrument au service d'une cause plus grande, de manière éthique, et qui, selon moi, aujourd'hui devrait être utilisé à bon escient en période 9, qui n'est pas un discours que je voudrais encore tenu il y a 7 ou 8 ans, où on n'était pas encore rentré dans cette phase-là. Voilà. Donc j'espère que, de nouveau, moi je ne prétends pas apporter des solutions, vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. J'essaye de dézoomer en montrant un certain nombre de choses qui sont à l'œuvre, qui sont universelles, qui ne sont pas propres du tout au marketing, ni même au marketing de type spirituel. Je précise que si vous n'êtes pas ermite et que vous ne décidez pas de vous retirer complètement du monde, de toute manière, peu importe dans quoi vous êtes en spiritualité, vous faites du marketing d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ce que je crois vraiment profondément. Vous pouvez ne pas le nommer comme ça si vous voulez, etc. Mais de toute manière, vous ne pouvez pas échapper à ces biais cognitifs et à cette manière d'être en rapport avec les autres. Donc, dans ce cas-là, autant y réfléchir de manière franco, hein, et puis de se demander, OK, ben, dans ce cas-là, quelle est ma ligne par rapport à ça ? Et je pense que c'est toujours mieux de poser les enjeux sur la table qui soient visibles, qu'on puisse en débattre éventuellement, plutôt que de faire ça un peu en cachette sans le voir et de faire de la prose comme M. Jourdain sans le savoir. Voilà, donc je sais que cette vidéo peut être un petit peu polémique si on veut. Dans les prochaines, on va rentrer de nouveau, on va revenir vers des enseignements plus de l'ordre de la vie courante ou plus taoïste. Je vous rappelle que si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, à liker, à activer les notifications, là, le petit gli-gli pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est un tout petit peu d'énergie que vous nous rendez en fait et qui, d'une part, nous permet de réfléchir aux prochaines thématiques. Celle qu'on a faite aujourd'hui venait de questions que j'ai eues avant et nous donne envie aussi de continuer. Donc je vous remercie par avance et d'ici là, je vous souhaite un très très bon repos et à tout bientôt.